Alors, au sujet de la corrélation. Corrélation n'est pas causalité. Oui, certes, c'est... La confusion entre corrélation et causalité. Juste, est-ce que je pourrais... Et vous savez aussi que la corrélation n'implique pas la causalité, vous commencez à avoir l'habitude de cette rengaine. Bon, ça va, on a compris. C'est vrai que corrélation n'implique pas causalité. Mais parfois, il s'avère qu'on a bien les deux, corrélation et causalité. Alors, comment fait-on pour passer de l'une à l'autre? Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler de causalité, voir comment on a fini par piger que fumer c'était mal, essayer de soigner la tuberculose, et surtout, je vais vous présenter l'un des plus importants épidémiologistes de l'histoire, Sir Austin Bradford Hill. En 1859, Charles Darwin publie De l'origine des espèces et fonde alors la théorie de l'évolution. Son cousin Francis Galton, inventeur, explorateur, géographe et j'en passe, est profondément marqué par cet ouvrage. Comme il est aussi statisticien, il va s'employer à donner un substrat mathématique et statistique à la théorie du cousin. Il va donc s'intéresser à la transmission de caractéristiques d'une génération à une autre. Au début sur des petits pois, un peu comme Mendel l'avait déjà fait quelques années auparavant, mais surtout sur ce qui l'intéresse le plus, les humains. Son obsession à Galton, c'était de savoir comment se transmettaient le génie et l'intelligence. Mais comme le génie et l'intelligence, c'est quand même des choses pas faciles à mesurer, il va se replier sur quelque chose de beaucoup plus facile, comme par exemple la taille des individus. Et il remarque quelque chose, la taille des enfants est liée à la taille de leurs parents. Les enfants de parents plus grands que la moyenne sont eux aussi plus grands que la moyenne. Ça vous semble évidemment très logique, mais à l'époque, le montrer mathématiquement est assez innovant. Ce qu'il fait pour montrer ça, c'est un graphique. Sur l'axe des abscisses, il y a la taille des enfants, et sur l'axe des ordonnées, celle de leurs parents. Et il remarque que, effectivement, les points de mesure ne sont pas répartis n'importe comment. Ils suivent une certaine structure. Ils semblent coller plus ou moins à une droite croissante qui montre que plus les parents sont grands, plus les enfants sont grands. En faisant cela, Galton montre donc qu'il y a une relation entre ces deux variables. Il nomme ça très logiquement une corrélation, puis il finit par faire tomber le tiret au bout d'un moment et appelle ça une corrélation. En fait, le terme était déjà utilisé à l'époque, mais Galton est le premier à en donner une définition claire. Et sa définition se tient toujours à peu près aujourd'hui. Deux variables sont dites corrélées si la variation de l'une est en moyenne accompagnée par plus ou moins une variation de l'autre dans la même direction. Quand deux quantités ou mesures ne sont pas indépendantes et que l'on observe qu'elles varient ensemble, on appelle cela une corrélation. Et quand on voit que leur corrélation semble suivre une ligne droite, on appelle même cela une corrélation linéaire. En plus de cette corrélation, pour Galton, il existe une relation de causalité entre la taille des parents et celle de leurs enfants. Les scientifiques de l'époque ne savaient pas encore exactement quoi, mais ils avaient déjà pigé que les parents transmettaient des caractéristiques physiques à leurs enfants, que ce soit par le sang ou par des particules inconnues, des trucs qu'on identifiera plus tard comme étant des gènes. Mais Galton observe aussi des corrélations pour lesquelles il serait tout à fait absurde de voir un lien de causalité. Par exemple, il remarque que les personnes de grande taille ont de longs bras et des longs doigts. Super, mais c'est pas avoir des longs bras qui donne une grande taille. Ni c'est pas parce qu'on a une grande taille que l'on a des longs doigts. C'est autre chose qui provoque et le fait d'être grand et le fait d'avoir de longs bras. Donc, dès le début, Galton nous avertit que la corrélation n'implique pas la causalité. Voir que A est corrélé à B ne dit rien sur qui provoque quoi. A peut causer B, B peut causer A, les deux peuvent être des causes les uns les autres, ou alors il y a encore une autre cause, C, qui provoque A et B, ou encore A et B sont simplement corrélés par hasard. Bon, ceci étant dit, ce serait quand même pas mal si on pouvait en avoir un peu de temps en temps de la causalité. Non, parce que si c'est toujours limité à de simples corrélations, la vie, la recherche scientifique médicale, elle va pas aller bien loin, et elle va pas servir à grand chose. Moi, en tant que médecin, ce que je veux, c'est des causes. Parce que si j'identifie une cause, je peux y faire quelque chose, je peux agir, je peux faire de la prévention, essayer de supprimer les causes de maladie, ou alors je peux donner des traitements qui causent le rétablissement des patients. Une simple corrélation ne m'aidera pas à savoir ce que je dois faire. Pour ça, on va s'intéresser à un autre anglais et avancer un petit peu dans le temps. Galton a eu un élève et biographe, Karl Pearson. Lui, il est super célèbre. Ce mathématicien, c'était le boss final des statistiques du début du XXe siècle. Pearson va transformer les idées de Galton en solides équations. Tant et si bien d'ailleurs que quand on parle de corrélation linéaire aujourd'hui, on parle de corrélation de Pearson. Pearson a lui-même un élève, un médecin cette fois-ci, Major Greenwood. Major, c'est son prénom. C'était pas un militaire, le mec. Enfin, si, il a été militaire aussi, mais il n'était pas major, il était capitaine. Enfin, on s'en fout. Bref, lui, il va utiliser les statistiques dans un but médical, faire de l'épidémiologie donc. Il travaillera notamment sur l'efficacité de vaccins contre la typhoïde et contre le choléra. Et Major Greenwood va lui-même avoir un élève, qui est notre héros du jour, Austin Bradford Hill.
Austin Bradford Hill est né en 1897 en Angleterre. Après une scolarité où il a surtout excellé en sport, il s'engage dans l'armée anglaise en tant que pilote d'avion en 1916 et part pour la Première Guerre mondiale. Mais la guerre n'était pas pour lui. Déjà en 1916, il manque de se tuer en crachant son avion sur un terrain de cricket. Et en 1917, la guerre s'arrête définitivement pour lui car il attrape la tuberculose. La tuberculose est une infection à une bactérie, le bacille de Koch, qui atteint le plus souvent les poumons. Dans la majorité des cas, la maladie est sans symptômes et devient latente dans votre organisme. Dans le cas contraire, et non traitée correctement, la tutu de son petit nom vous fera tousser, cracher du sang, perdre du poids et potentiellement vous fera mourir de détresse respiratoire ou d'autres réjouissances. Je dis bien potentiellement parce que la tuberculose déclarée a une évolution assez imprévisible. Soit vous allez mourir, soit elle peut guérir ou encore devenir plus ou moins chronique avec des rechutes. Coup de bol pour le jeune Hill, la tuberculose ne va pas le tuer. Il va survivre, mais sa mauvaise santé ne lui permet pas de faire comme papa et de devenir médecin. Alors, par dépit, il va passer par correspondance un diplôme d'économie en 1922. Les économistes seront ravis de savoir que quand on est trop fragile pour la médecine, leur discipline est là. Mais le domaine qui va très vite l'intéresser est l'épidémiologie. Et grâce à un ami de son père, le docteur Major Greenwood, il va s'y dédier complètement et devenir un ponte de la discipline. Par ses travaux de recherche évidemment, mais aussi par la qualité de ses enseignements à la fac et par le succès de son livre Principles of Medical Statistics, très clair et bien écrit, qui évite les travers des statisticiens de mettre des équations dans tous les sens. Il explique plutôt les choses dans un langage courant, ce qui fait que les médecins, pas forcément friands de mathématiques et de formules, étaient très fans. Tout cela l'amène en 1945 à devenir le président des statistiques médicales de la prestigieuse School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. Or, à cette époque, il y a 2 problèmes médicaux dans le monde. Enfin non, il y a beaucoup plus que 2 problèmes, mais aujourd'hui on va s'intéresser seulement à 2 problèmes. On ne sait pas soigner correctement la tuberculose et on ne sait pas pourquoi il y a de plus en plus de cancers du poumon. Et sur ces 2 problèmes, il va participer à changer la donne. La tuberculose, il l'a eu en 1917, et 30 ans après, on ne sait toujours pas correctement la soigner. Il y a bien des traitements, mais bon, déjà on appelle ça traitement, mais c'était principalement du repos. On espère que ça va passer en croisant les doigts. Il y a d'ailleurs des hôpitaux spécialisés dans le repos des patients tuberculeux, on appelle ça des sanatoriums. Et puis on fait aussi quelques trucs bien bourrins, comme faire des trous dans le thorax des patients pour provoquer volontairement ce qu'on appelle des pneumothorax. C'est-à-dire on fait un appel d'air dans le thorax pour écrabouiller les poumons en espérant que la bactérie n'apprécie pas. Alors, ça marche un peu, mais c'est rugueux comme traitement. Aujourd'hui, on soigne plutôt bien la tuberculose, avec une petite quadrithérapie d'antibiotiques des familles. Mais dans les années 40, les antibiotiques, on n'en a pas tout le tour du ventre. Genre, pas du tout. On a la pénicilline depuis les années 20, mais on ne sait la produire efficacement que depuis 1940, et de toute façon, elle ne marche pas sur la tuberculose. Et en 1943, un Américain, Albert Schatz, isole une substance d'une bactérie, Streptomyces griseus, qu'il appelle streptomycine, et qui, elle, semble plutôt bien fonctionner sur la tuberculose. En tout cas, en laboratoire et sur des cochons d'Inde. Mais comme on n'est pas des cochons d'Inde, on s'en fiche un peu. En 1947, l'Angleterre importe 50 kg de streptomycine des USA. Et plutôt que d'utiliser ces quelques kilos largement insuffisants de toute façon pour soigner les tuberculeux anglais, le Medical Research Council décide de vérifier si ça vaut le coup d'en donner aux patients dans le monde réel. Est-ce que ça marche vraiment ? Comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'on ne meurt pas à tous les coups de la tuberculose pulmonaire. Elle se résout parfois toute seule. Du coup, si vous traitez un patient avec de la streptomycine et qu'il s'en sort, est-ce que c'est à cause de la streptomycine ? Ou est-ce que c'est parce qu'il s'en serait sorti de toute façon ? C'est la question de la causalité qui est posée. Et pour répondre à cette question, la décision est prise de réaliser un essai clinique contrôlé, c'est-à-dire d'utiliser une méthode assez proche de celle de James Lind dont on a déjà parlé sur la chaîne. On prend 2 groupes de patients tuberculeux, un groupe traitement à qui on donne de la streptomycine et un groupe contrôle qui n'en reçoit pas. Et on attend un peu pour comparer les mortalités par tuberculose entre ces 2 groupes. C'est pas mal, mais il reste un problème. Dans chacun des 2 groupes, les patients sont différents. Et ça, c'est pas terrible. Parce que potentiellement, les 2 groupes ne sont pas comparables. Si par exemple, dans le groupe streptomycine, les patients sont moins graves dès le début de l'expérience, ou s'ils sont plus riches et donc qu'ils mangent mieux, j'en sais rien, du coup, les résultats seront biaisés. Si à la fin de l'étude, on observe une nette corrélation entre le fait d'avoir pris de la streptomycine et de survivre, est-ce que c'est à cause de la streptomycine ou à cause du biais ? La corrélation n'implique pas la causalité. Au fond, pour montrer que la strepto est la cause sûre et certaine de la guérison des patients, il faudrait une machine à voyager dans des univers parallèles. On prendrait 100 malades dans une certaine dimension et on leur ferait des injections streptomycine.
Et dans une autre dimension absolument identique, on ferait exactement pareil avec les mêmes malades, sauf que dans les injections, on ne mettrait pas de streptomycine. Là c'est sûr, si vous avez une différence entre les deux groupes, c'est forcément à cause du seul truc qui diffère entre les deux dimensions, à savoir la présence de streptomycine. Mais dans les années 40, les voyages dimensionnels, c'est pas encore ça. Ce qu'on a par contre, c'est Bradford Hill qui se retrouve responsable de la partie statistique de cette étude. Il a une solution élégante pour être sûr que les deux groupes sont comparables et équivalents. Il suffit de faire en sorte que l'allocation des patients dans le groupe streptomycine ou dans le groupe témoin, c'est-à-dire de décider qui va recevoir le médicament ou pas, se fasse complètement au hasard. Et pour ça, il suffit de faire un tirage au sort, ce que l'on appelle une randomisation. Et c'est exactement ce que va faire Hill. Du coup, dans cet essai clinique, les patients qui ont reçu le traitement sont en moyenne équivalents à ceux qui ne l'ont pas eu. Ils ne peuvent pas être mieux portants, ils ne peuvent pas être plus riches, plus grands, plus résistants. Que dalle, en moyenne, ils sont identiques. Et la seule différence restante entre les deux groupes est l'injection de streptomycine. Les résultats de cette étude, publiée en 1948, considérée comme le premier essai clinique contrôlé randomisé de l'histoire, montre une corrélation entre la prise de streptomycine et la survie à la tuberculose pulmonaire. Et les scientifiques n'ont pas de doute, grâce à la randomisation, cette corrélation est la preuve d'une causalité. La streptomycine soigne la tuberculose pulmonaire. Mais bon, c'est pas Byzance non plus, le bacille acquiert bien vite une résistance à la streptomycine et il n'est pas sans effet secondaire. Il va falloir découvrir d'autres antibiotiques avant de vraiment pouvoir se faire la tuberculose, et encore. Donc, première solution pour avoir de la causalité, obtenir une corrélation grâce à un essai clinique randomisé de bonne qualité. Maintenant, deuxième problème des années 40. Les cancers du poumon. Depuis le milieu du 19e siècle, les cancers du poumon deviennent de plus en plus courants. Alors que c'était un cancer super rare avant. Genre les médecins début 19e, ils en voyaient un dans leur carrière à tout casser, ils étaient contents. Tant et si bien qu'au début du 20e siècle, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, la recherche de la cause de cette explosion des cancers devient une question très importante en médecine. Et vous savez ce qui a aussi explosé au milieu du 19e ? Le tabac consommé en fumant. Par exemple, de 1853 à 63, en seulement 10 ans, on passe en France de 1,6 cigares fumés par an et par habitant à 17. Et en 1830, on invente la cigarette et quelques années plus tard, des moyens de les produire en masse de façon automatisée. On a donc une très belle corrélation, mais vous commencez à en avoir l'habitude, la corrélation n'implique pas la causalité. En effet, il n'y a pas qu'avec le tabac qu'il y a une corrélation. Il y a aussi la pollution atmosphérique qui augmente, de plus en plus de routes goudronnées, les gens vivent de plus en plus en ville et travaillent en usine. Bref, une simple corrélation entre la consommation de tabac d'une population et le nombre de cancers, c'est vraiment pas suffisant. Alors la solution pourrait être de faire la même chose qu'avec la streptomycine. Pourquoi ne ferait-on pas un essai clinique contrôlé randomisé ? On prend des gens, on tire au hasard qui va devoir fumer 2 paquets de clopes par jour, et puis ceux qui vont devoir ne pas le faire, et puis on attend de voir s'il y a plus de cancers dans le groupe fumeur. Et comme on a randomisé, on pourra avoir la causalité. Sauf que non, on ne va pas faire ça. Déjà parce qu'il va falloir certainement attendre longtemps avant que les cancers se développent, et on veut des réponses assez rapides, mais surtout parce qu'il paraît que éthiquement c'est pas terrible ou des conneries du genre. Et oui, autant dans l'essai sur la streptomycine, il y avait de fortes suspicions que le médicament allait sauver des vies. Autant là, pour les médecins, il y avait une forte suspicion que c'était une cause de cancer quand même. Et je ne suis pas rentré dans le détail, mais le cancer pulmonaire, c'est pas un gentil. Donc non, pas d'études expérimentales de possible chez l'homme cette fois-ci. Il va falloir se contenter d'études dites observationnelles, de comparer les risques de cancer chez les fumeurs versus chez les non-fumeurs. Même si du coup, sans randomisation, les groupes ne seront pas comparables, les fumeurs et les non-fumeurs ayant certainement d'autres différences que simplement le fait de fumer ou pas. Du coup, des études observationnelles, on en a fait, et Bradford Hill est sur le coup. Déjà en 1950, il publie avec Richard Doll une étude cas témoin qui compare les niveaux de consommation de tabac entre des gens qui ont un cancer pulmonaire et des gens qui n'en ont pas. Mais surtout, Hill et Doll réalisent en 1951 la très célèbre cohorte des médecins anglais. Ils suivent les décès par cancer pulmonaire chez 25 000 médecins à qui ils ont préalablement demandé des détails quant à leur consommation de tabac. En 1956 sort une version définitive de l'analyse de cette cohorte et les résultats sont on ne peut plus clairs. Le taux de mortalité par cancer du poumon des médecins fumeurs était 12 fois plus grand que celui des non-fumeurs. Et chez ceux qui consommaient plus de 25 grammes de tabac par jour, ce taux était 23 fois plus grand. Et c'est cette corrélation issue de cette étude qui convainquit la communauté scientifique que fumer du tabac est une cause de cancer pulmonaire. Mais bordel, c'est pas logique. Corrélation n'implique pas la causalité.
Et ici, il n'y a pas de randomisation. Ça se trouve, ce qu'on observe, c'est juste une coïncidence. Ou alors il y a un facteur de confusion, du genre en fait, c'est les médecins qui travaillent en ville qui fument le plus, et comme c'est vivre en ville qui est la cause du cancer, on a l'impression que c'est le tabac le coupable. Alors qu'en fait, non. Ces critiques ont effectivement été faites à l'époque de la sortie de l'étude, et pas par des rigolos. Le docteur Bergson ou Ronald Fisher lui-même, qui avait remplacé Karl Pearson en tant que boss ultime des statistiques à ce moment-là, ont notamment bien méchamment fait remarquer cela. Pourtant, non. C'était acté, le tabac était coupable. Pour comprendre pourquoi la communauté scientifique a accepté cette causalité, éloignons-nous un petit peu du tabac pour un sujet beaucoup plus passionnant. Chez moi, il existe une corrélation entre la présence de poils sur mon fauteuil favori et le fait qu'Azrael ou Pixel dorment dessus. Oui, humain, je suis sur ton fauteuil. Je vais y rester pour dormir. Tu ne peux rien faire. D'ailleurs, je ferme les yeux. Allez, tais-toi. C'est statistiquement facile à montrer. Il suffit de noter pendant quelques temps quand je trouve des poils et leur quantité, et de noter aussi le temps qu'ils ont passé dessus. J'ai évidemment un fichier Excel là-dessus. La causalité, ce serait dire que les siestes de mes chats sur le fauteuil sont la cause de la présence de poils sur mon fauteuil. Qu'ils sont coupables. Et c'est exactement ce que je pense. Comment je le sais? Ça a l'air évident comme ça. Et vous voyez bien que ça va au-delà d'une simple relation statistique, et qu'évidemment, je n'ai pas besoin de faire une expérience pour en être convaincu, pas besoin d'un essai randomisé contrôlé. En fait, le truc c'est que dans ma tête, j'ai une tonne d'informations supplémentaires, en plus de la simple corrélation. Tenir les chats comme responsables est biologiquement plausible. Je sais que les chats perdent leurs poils, surtout au contact de tissus, et je sais aussi que les poils ne peuvent pas apparaître spontanément dans l'air ou sur les fauteuils. Certes, des poils qui traînaient par terre auraient pu voler jusqu'au fauteuil, mais c'est pas genre 3 poils qui se battent en duel que je retrouve, non, c'est des touffes entières. Il y a donc une forte taille d'effet. D'ailleurs, c'est pas simplement qu'il y a des poils quand ils dorment dedans, c'est un gradient. Plus longtemps ils dorment dans le fauteuil, plus il y a de poils. Puis il y a une certaine consistance aussi, je suis pas le seul à l'avoir remarqué ce phénomène, ma copine aussi. Et puis en fait, toutes les personnes que je connais qui possèdent un putain de chat ont déjà remarqué ce phénomène. Il y a une temporalité aussi, il y a des poils après le passage des chats et pas avant. Et pour finir, c'est quand même un phénomène assez spécifique aux chats. Quand c'est moi qui m'installe dans le pohang, la quantité de poils, elle change pas trop. Bref, vous avez compris. Pour considérer une causalité et accuser mes chats, j'utilise la corrélation, certes, mais aussi tout un tas de critères supplémentaires. Et si je n'avais pas ces critères, j'aurais très bien pu conclure que les poils apparaissent spontanément et que ce sont eux qui attirent mes chats. Alors, évidemment, avec cet exemple-là, ça vous semble parfaitement évident. Parce que tous les critères que je vous ai donnés sont de l'ordre du sens commun. C'est facile. Mais quand les sujets sont complexes et que l'on dispose de peu d'informations, comme en médecine par exemple, ces critères ils ne sont pas évidents du tout. Revenons donc à nos histoires de tabac. Si la communauté scientifique accepte le lien de cause à effet entre le tabac et les cancers, c'est pour les mêmes raisons qui me persuadent de la culpabilité de mes chats. Il existe des critères supplémentaires qui accompagnent cette corrélation. Ce critère était bien évidemment perçu et connu en 1956 à la sortie de l'étude, mais il n'avait jamais vraiment été synthétisé et énoncé. Et c'est Bradford Hill qui va en décrire 9 en 1965 dans un article très important en épidémiologie, The Environment and Disease Association or Causation. Et ces critères, on leur donne le nom tout simplement de critères de Bradford Hill. Notez que dans le titre, Bradford Hill dit association ou causalité et pas corrélation ou causalité. C'est parce que depuis le début de cette vidéo, je m'exprime assez mal. Une corrélation, c'est quelque chose d'assez précis en statistique et ça ne concerne normalement que les relations entre deux variables quantitatives. Le terme plus général que l'on préfère utiliser est l'association. C'est pour ça qu'en vrai, on devrait plutôt dire l'association n'implique pas la causalité. Mais bon, ça passe. Je vais vous en donner quelques-uns de ces critères, mais je vous ai déjà tout spoilé avec mes histoires de chats et de fauteuils, c'est plus ou moins les mêmes. En médecine, pour avoir envie de dire qu'une association est causale, on veut une association forte, sous la forme d'un grand risque relatif ou d'un grand odd ratio. En effet, il est toujours possible qu'un facteur de confusion explique une association qu'on observe. Un facteur qu'on n'aurait pas encore exploré ou tout simplement les biais de l'étude dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais quand les tailles des faits sont très grandes, il devient relativement peu probable qu'un de ces autres facteurs existe, car sinon on l'aurait facilement vu. On veut aussi une association qui soit consistante, qu'on retrouve dans différentes études, pour différentes populations, dans différents pays, pour différents sexes, à différentes époques, etc. On aime bien que l'association soit plutôt spécifique, un facteur de risque précis pour une maladie précise. L'association doit respecter une séquence temporelle logique de cause à effet. Les causes doivent précéder les conséquences.
Dans l'idéal, on veut aussi observer une relation dose-effet. Si on remarque que plus on est exposé, plus on est malade, ça sonne quand même pas mal causal. Il faut une plausibilité biologique, disposer d'une explication de comment peut apparaître cette association, parce que l'on a compris comment fonctionnait l'organe ou la maladie concernée. L'association doit être cohérente avec la science. Au-delà de la question du mécanisme, il ne faut pas que l'association viole la science de base bien établie. Oui, homéopathie, c'est toi que je regarde. Et si possible, on veut des preuves expérimentales. On ne se contente pas de regarder des associations, on essaye de vérifier leur existence par des expérimentations, notamment chez l'animal. Et ces critères de Bradford Hill, l'association tabac-cancer les a presque tous. L'association est extrêmement forte, un risque de cancer multiplié par 23 pour les gros fumeurs. Si c'était un biais de l'étude, ce serait quand même un biais de compète. Les résultats sont relativement cohérents, cette association a été observée dans des tas d'études, dans plein de pays, chez les hommes, chez les femmes, etc. Elle est spécifique du cancer du poumon, c'est pas toute cause de mortalité confondue. Grâce au design des études de cohorte, on a un respect de la séquence temporelle. D'abord les gens fument, puis ils ont un cancer, et puis il y a bien une relation dose-effet. Plus les médecins fumaient, plus le risque était élevé. La cohérence scientifique, c'est ok, c'est pas choquant qu'un produit inhalé produise des effets sur les poumons. Pour la plausibilité biologique et les preuves expérimentales chez l'animal, ce n'était pas encore très clair au moment de la sortie de l'étude, mais très rapidement, l'isolement de substances déjà connues comme cancérigènes dans la fumée de tabac et des expérimentations sur la peau de rat vont permettre de compléter tous les critères de Bradford Hill. Voilà, maintenant vous avez pigé pourquoi les médecins ont accepté le tabac comme cause de cancer pulmonaire. D'ailleurs, dans les années qui suivirent, et malgré des tentatives de la part de l'industrie du tabac d'infirmer ces études, les grandes sociétés savantes médicales, comme l'OMS, inscrirent cette responsabilité du tabac dans leur corpus, et s'ensuivit assez rapidement une prise de conscience que le tabac était certainement l'un des plus grands tueurs évitables d'après-guerre. Les critères de Bradford Hill sont toujours utilisés aujourd'hui en épidémiologie pour discuter les relations causales. Ce fut le cas par exemple lorsque l'on a observé en 2015 une association entre des maladies cérébrales graves chez des nouveau-nés et une infection pendant la grossesse des mères par le virus Zika. Plusieurs auteurs ont publié leurs analyses comptabilisant combien des critères de Bradford Hill étaient respectés. Et dans ce cas, quasiment tous. Et il y a 2 mois, une étude sur le lien entre le déficit cognitif et l'utilisation d'ecstasy faisait exactement de même. Pour le coup, là, moins de critères étaient respectés. Toutefois, attention, quelques points importants sur ces critères. Déjà, il ne faut réfléchir à ces critères qu'après avoir observé une association ou une corrélation. On revient à l'exemple de la dent d'or dont parle Hygiène mentale ici. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Qui revient ici dans sa version probabiliste, assurons-nous de l'existence d'une association ou d'une corrélation avant de rechercher une relation causale avec les critères de Bradford Hill. Vous pouvez bien m'expliquer pendant des heures comment votre médicament permet d'éviter de mourir, mais si au final ceux qui le prennent meurent en moyenne exactement comme les autres, je m'en fiche un peu. Aussi, à aucun moment Bradford Hill n'a dit ou prétendu que le respect de ces critères devait être exhaustif ou qu'ils étaient absolument nécessaires pour conclure à une causalité. Son objectif n'a jamais été de construire un genre de score ou de dire que seul le respect de tous les critères permettait d'affirmer une relation causale. Et j'insiste là-dessus car il est très tentant de les utiliser un peu comme une recette à causalité. Dans sa publication originale, d'ailleurs, il s'en défend fortement et critique chacun des critères qu'il énonce. Le critère de taille d'effet, par exemple, est peut-être un bon signe de causalité, mais observer un petit effet n'est pas une raison pour la rejeter. Il existe en médecine des tas d'associations tout à fait causales qui ont des effets relativement petits ou modestes. L'exemple le plus simple est le lien entre le tabac et les maladies cardiovasculaires. Fumer provoque des cancers et des infarctus. On apprend des choses aujourd'hui, Cette association est considérée unanimement aujourd'hui comme réelle et causale, mais la taille d'effet est très faible, surtout par rapport au risque de cancer. On est sur des risques qui sont multipliés par 1,2, 1,5 d'avoir des crises cardiaques, au lieu des x20 voire x30 pour le cancer. Enfin, le critère de la plausibilité biologique est celui que Hill décrit comme certainement le moins nécessaire, parce que ce qui est plausible biologiquement dépend des connaissances en biologie du moment, et ça dépend aussi des connaissances en biologie du lecteur. Au-delà de tout ça, il discute aussi dans cette publication le fait que la significativité statistique ne peut en aucun cas répondre à toutes ces questions, et que selon le sujet que l'on aborde et les conséquences qu'il pourrait y avoir à conclure à quelque chose de causal, le curseur, la sensibilité à partir de laquelle on va accepter une causalité n'est pas forcément la même. À cela s'ajoutent aujourd'hui des critiques plus modernes aux critères de Bradford Hill, liées à l'évolution des pratiques en épidémiologie et en statistique, ainsi que des technologies disponibles. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Mais attention, Hill, même s'il est très critique envers ses propres critères, dit bien de façon assez pragmatique que parfois il faut conclure.
comme avec le tabac. Il termine d'ailleurs son article par une citation de Robert Browning. Qui sait, peut-être que l'univers aura disparu demain. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'empêche que la plupart d'entre nous allons quand même être debout à 8h30 demain matin pour aller au travail. Bref, je ne vais pas vous donner tous les détails de cette publication. L'article de Hill est court, simple et très bien écrit. Je ne peux que vous recommander d'aller le lire. Austin Bradford Hill arrêta de fumer la pipe en 1954, fut fait chevalier en 1961 et prit sa retraite dans la foulée. Et il mourut reconnu par toute la profession en 1991 à l'âge de 94 ans. Bon, je crois qu'on a pas mal fait le tour, hein. Alors, que conclure de tout ça? Quand on vous parle d'une association entre quelque chose et une maladie, il faut rester méfiant. Effectivement, la corrélation n'implique pas la causalité. Et moi-même, ma position de base quand on me parle de X qui serait associé à Y, eh bien, c'est de considérer que la relation est non causale jusqu'à ce que j'ai fait des recherches dessus. Même si ce dont on me parle fait très très peur. Surtout si ça fait peur d'ailleurs. Et pour obtenir de la causalité, il existe en gros deux grandes techniques. Quand on peut le faire, on fait des essais cliniques randomisés de forte puissance, bien menés, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on demande typiquement à l'industrie pharmaceutique s'ils veulent pouvoir vendre des médicaments et qu'ils soient remboursés. On ne se contente pas d'études observationnelles pour ce genre de choses. Et quand on ne peut pas en faire pour des raisons pratiques ou éthiques, on utilise des études observationnelles et on analyse les corrélations que l'on peut y découvrir en les passant au crible de critères comme les critères de Bradford Hill. Avec en tête qu'il s'agit quand même d'un exercice assez délicat, même pour les experts, pour lesquels cette vidéo n'a vraiment fait qu'effleurer les difficultés. Quelques petites notes pour finir. Alors vous remarquerez que j'ai réussi à faire une vidéo entière sur la causalité sans en donner à aucun moment une définition. Je ne suis pas le seul à le faire, Bradford Hill lui-même dans son article ne donne pas de définition de la causalité, il botte en touche, il dit qu'il n'a ni les compétences ni l'envie de rentrer dans un débat philosophique sur ce qu'est la causalité. En effet, en philosophie, la causalité, c'est un très vieux sujet, et moi-même je ne vais pas rentrer dedans, vous trouverez certainement des gens plus compétents que ça. Quand même, on peut dire que Hill, il a beau dire qu'il ne veut pas se frotter à la question, il a quand même une certaine vision de la causalité. La vision qu'il a est une vision contrafactuelle, sa pensée était fortement influencée par celle de David Hume. L'idée est que si un facteur environnemental A cause B, eh bien l'élimination de A élimine B, ou élimine la fréquence d'apparition de B dans la population générale. C'est pour ça qu'en santé publique, on aime bien cette définition de la cause, car ça nous permet de faire des choses, identifier quelles sont les causes de maladies et essayer de les prévenir. Je ne peux que vous donner comme conseil d'éviter de fumer. Il faut aussi savoir que les critères de Bradford Hill ne sont pas les premiers critères à avoir été énoncés pour définir si tel ou tel facteur est un risque de maladie. Par exemple, il y avait déjà les critères de Koch qui fonctionnaient bien pour les maladies infectieuses. J'ai également présenté dans cette vidéo Bradford Hill comme étant celui qui, la première fois, a eu l'idée de la randomisation. Alors, ce n'est pas le cas, d'autres déjà avant lui avaient déjà réfléchi à de la randomisation pour les essais cliniques, notamment Major Greenwood avec le statisticien George Yule, mais celui dont il faut vraiment parler, c'est Ronald Fisher, qui utilisait la randomisation dès les années 20, alors pas tout à fait pour les mêmes raisons que Bradford Hill. Bradford Hill, c'est pour éviter les biais, pour faire en sorte que les deux groupes soient comparables, là où pour Fisher, c'était surtout l'occasion de rendre correcte et justifier l'utilisation de tests statistiques. On aura l'occasion d'en reparler. Cette histoire de critères de Bradford Hill et de causalité, c'est l'une des raisons qui me pousse à chaque fois que je vois un résultat d'une étude d'épidémiologie nutritionnelle à me méfier grandement. Les études d'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire l'idée ah oui, tel ou tel aliment protège ou est un facteur de risque de cancer ou de je ne sais quelle maladie, eh bien, sont des études qui sont souvent très difficiles à réaliser, avec beaucoup de biais, avec très souvent des tout petits effets. Et du coup, en fait, les critères de Bradford Hill sont rarement respectés. Donc quand j'entends parler dans les médias d'une étude d'épidémiologie nutritionnelle, je suis vraiment très sceptique. Très franchement, les recommandations qu'on peut tirer de l'épidémiologie nutritionnelle se résument à peu près à... Enfin, au sujet de la plausibilité biologique, j'ajouterai un commentaire personnel. Le grand public et les médias sont souvent très friands de belles explications biologiques sur comment les choses fonctionnent, sur l'effet que telle ou telle substance peut avoir sur tel ou tel organe ou sur des rats. Et je trouve ça un peu dangereux. On dit souvent que l'on peut mentir avec les statistiques. Mais croyez-moi, avec des explications biologiques et avec 3 rats, on peut très bien manipuler aussi. Notamment parce qu'on peut parler de plein de mécanismes pendant des heures sans avoir aucune preuve d'une association. Globalement, méfiez-vous quand on vous montre des rats. Essayez de vous rappeler que vous n'êtes pas des rats au final en fait. Bien sûr, mes excuses à Splinter et tous les Skaven qui regardent cette vidéo. Au passage, la stratégie de l'industrie du tabac dans les années 60, sous l'impulsion d'un autre Hill, John Hill, fut de financer et publier plein d'études sur les potentiels mécanismes biologiques cancérigènes du tabac ou sur des petites expériences animales. Et ce avec 2 objectifs. Se donner un air concerné de la santé des consommateurs
et surtout instiller le doute dans le grand public. On ne sait pas vraiment encore comment ça marche, il faut plus de recherches, c'est pas sûr que ce soit dangereux, on travaille avec les chercheurs, etc. Et ces recherches ne servaient vraiment à rien d'autre, hein. L'association, elle était là et elle était claire. D'ailleurs, cette stratégie n'a pas été très utile sur les experts, hein. De 1957 à 1959, les grandes commissions médicales internationales ont confirmé la culpabilité du tabac, dont l'OMS en 1960. La messe était dite, mais sur les consommateurs, parmi lesquels quelques médecins, ce fut certainement une autre histoire. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu remarquer que j'ai pas trop respecté ce que j'avais dit dans ma FAQ, que j'allais essayer de faire plus de vidéos, mais bon, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois. Salut!